Vital Saint-Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé au sein du cabinet RSM et expert en finance et en gestion patrimoniale. Pouvez-vous nous présenter le cabinet et votre équipe? Oui. Donc, le cabinet RSM en France fait partie du réseau international RSM International, qui est un réseau qui est présent dans un peu plus de 120 pays. C'est le 6e réseau d'audit, d'expertise et de conseil au monde. RSM France, c'est une structure d'environ 1500 personnes qui est implantée dans 6 régions, si je ne m'abuse. Donc on est à Paris, on est dans l'Ouest, on est dans le Sud, à Montpellier-Nîmes, on est dans la région Rhône-Alpes, on est dans l'Est, et on est également donc à La Réunion et à Mayotte. Moi je suis donc à Paris. Paris c'est une structure d'environ 650 personnes, et dans cette structure-là, je m'occupe plus particulièrement de la partie stratégie patrimoniale, dans laquelle donc on réfléchit avec une équipe d'environ une trentaine de personnes sur les problématiques que peuvent rencontrer on va appeler les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les dirigeants, les associés des structures ou les particuliers dans le cadre de leur investissement, leur succession, les problèmes qui peuvent se poser sur la perception de revenus futurs. Donc on travaille avec eux là-dessus. Ce que l'on souhaite être, c'est la structure pour ses clients privés qui accompagne le mieux possible les fortunes que je pourrais qualifier d'intermédiaires, c'est-à-dire toutes celles qui ne sont pas gérées par les banques privées. Justement, l'année 2025, elle marque un peu un tournant dans le monde de l'immobilier, qui subit une crise depuis plusieurs années. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour 2025? Ce qu'il faut savoir, c'est alors 2025, je dirais que c'est la fin du tournant. Donc je pense qu'on va plutôt vers une ligne droite. Le tournant, il a été amorcé avec l'élection de M. Macron en 2017. Parce que si on réfléchit à tout ce qui s'est passé depuis 2017, la première chose, ça a été l'annonce de la suppression de la taxe d'habitation. Il faut se souvenir que c'est quand même donc la suppression d'un impôt qui n'a été demandé par personne et qui est l'impôt que tout le monde, a priori, acceptait de payer, puisque c'est celui qui servait à recouvrer des recettes pour l'utilisation que les personnes habitant dans la ville faisaient. Il y a une école primaire parce qu'il y avait des recettes dans la ville, il y a une police de la ville parce qu'il y avait des recettes, etc. Et puis il y avait des routes parce qu'en fin de compte, il y avait des recettes. On voit qu'on supprime la taxe d'habitation, donc beaucoup se sont réjouis, mais on voit qu'en fait, les collectivités territoriales, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont augmenté la taxe foncière. C'est amusant, parce qu'en fait, on passe de un impôt payé par celui qui utilise les services à un impôt qui est maintenant payé par celui qui est propriétaire des biens qu'utilisent les autres. C'est une philosophie assez changeante. Ça, c'était la première amorce. La deuxième amorce a été concomitante à cette annonce-là. C'était à la fois l'IFI et à la fois le PFU, qu'on appelle la flat tax. On voit que l'IFI, c'était l'abandon de l'imposition sur la fortune, sauf sur la partie immobilière. Et puis, le PFU, ça a été une imposition forfaitaire sur les revenus de placement mobilier, mais pas sur les revenus de placement immobilier. De là, on déduire que M. Macron, tout au moins le gouvernement de M. Macron, n'aimait pas l'immobilier, il n'y avait qu'un pas. Puisqu'on voit qu'en fin de compte, on transfère l'impôt, parce que je ne crois pas que M. Macron ne l'ait pas pensé ça, je pense qu'il est suffisamment brillant pour l'avoir complètement anticipé, on transfère la taxe d'habitation de celui qui utilise le bien vers le propriétaire. Deuxièmement, on taxe uniquement le propriétaire à l'imposition sur la fortune, et pour les revenus de placement qu'il tire, on l'impose au barème progressif d'imposition sur le revenu. S'il a des revenus relativement importants, ça peut atteindre des sommes de 41, 45, auxquelles se rajoutent les prélèvements sociaux de 17,2, donc on voit que c'est un impôt quasi confiscatoire. Qu'est-ce qui restait là-dedans? Il restait les avantages fiscaux que l'on pouvait tirer de l'immobilier. J'investis dans l'immobilier pour permettre donc à certains d'avoir une résidence, mais sous forme de location, et en contrepartie, j'ai une réduction d'impôt parce que l'État y trouvait son compte. L'État demandait à des particuliers d'investir à sa place. En contrepartie, on leur donnait un avantage fiscal. Il ne faut pas oublier que chaque fois qu'il y a un avantage fiscal, il y a une contrepartie. L'État ne donne jamais un avantage fiscal sans contrepartie.
On peut discuter sur l'intérêt de la contrepartie. Il y a toujours une contrepartie. Et là, la contrepartie, c'était, dans le Pinel, une réduction d'impôt parce que vous investissez peut-être à la place de l'État. Bon, c'est la fin d'un long processus qui fait que M. Macron ou le gouvernement ou les gouvernements de M. Macron ne sont pas d'accord avec l'espèce de maxime qui dit que quand l'immobilier va, tout va. Donc, on voit que l'immobilier n'est plus quelque chose de très important pour les gouvernements depuis 2017, et c'est la fin donc, du régime Pinel. On peut penser qu'un jour, il sera remplacé par autre chose, mais c'est terminé. Quelles conséquences ça a cette fin de la loi Pinel? Bon, ça dépend. Si pour ceux qui l'ont supprimé, a priori rien. Pour ceux qui en vivaient, c'est un drame, parce qu'ils estiment qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas se diriger vers l'investissement immobilier neuf. Donc, ils estiment qu'en fait, il va y avoir des difficultés sur les constructions. Je noterai quand même un point, c'est qu'en fait, on a supprimé le Pinel. Encore une fois, le Pinel, c'est le fait d'entraîner les particuliers dans l'investissement d'immobilier neuf afin de le mettre en location auprès de personnes qui ne peuvent pas l'acheter. On l'a supprimé, mais il y a une mesure qui est assez amusante, c'est qu'en fait, dans la loi de finances qui a été votée, il y a une mesure qui est le fait que les parents ou les grands-parents peuvent donner 100 000 € en franchise d'impôt à leurs enfants ou petits-enfants si les 100 000 € sont dirigés vers l'acquisition d'un bien immobilier neuf, à titre de résidence principale, ou rénovation d'une résidence principale. Mais c'est amusant, c'est dirigé vers l'acquisition d'un bien immobilier neuf à titre de résidence principale. On voit qu'en fin de compte, c'est une mesure. On a supprimé le Pinel, mais on a mis cette mesure pour essayer de favoriser l'acquisition quand même de l'immobilier. Il y a d'autres dispositifs qui sont en place? À ma connaissance, non. Il n'y en a pas. Il y a une autre fiscalité? Pas en métropole. Il y en a pour les départements d'outre-mer. Donc il y a toujours donc par exemple le Girardin industriel qui existe, mais à ma connaissance dans la métropole il n'y en a pas. Non. Il y a la fiscalité des meublés, des locations meublées non professionnelles, qui pose aussi débat avec des idées d'alléger ou de retirer même la fiscalité. On en est où sur ce point-là? Là aussi, c'est une longue réflexion. C'est assez amusant de voir comment le législateur raisonne. En prenant un tout petit peu de hauteur, on s'est aperçu qu'en fait est arrivé les plateformes Airbnb et tout le monde s'est, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes donc les ont utilisées parce que c'était relativement facile de mettre à disposition sa résidence et on en tirait un revenu qui était favorable. Il faut penser que quand c'est arrivé, le législateur a trouvé ça bien puisqu'en fait il a permis de bénéficier sans obligation de tenue d'une comptabilité et donc sans obligation d'envoyer des déclarations fiscales relativement compliquées, il a autorisé donc cette activité de location sous la forme d'un micro-régime BIC qu'on appelle, un micro-BIC, qui permettait d'encaisser des recettes relativement importantes, puisqu'on flirtait avec les 80 000 €, avec un abattement qui était très important, puisque ce que l'on encaissait était imposable que pour 50%, voire pour 29%. Donc il a trouvé ça excessivement bien, jusqu'à ce que les professionnels du secteur estiment qu'il y a probablement une concurrence un petit peu pas très loyale, peut-être, de la part des particuliers, parce que les professionnels, eux, payent la TVA, payent les taxes donc sur les impôts de production, ce que ne faisait pas le particulier. Et donc le législateur a fait machine arrière et petit à petit a limiter, alors non pas la location en meublé, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle, il ne revient pas là-dessus. Ce qui limite, c'est le régime du micro. Autrement dit, il incite les personnes qui réalisent de l'activité de location en meublé professionnel ou non professionnel de déclarer d'après le régime qu'on appelle du réel, c'est-à-dire avec une tenue parfaite de la comptabilité. Donc il y a une restriction du micro, ce qui fait que maintenant, lorsque l'on veut bénéficier du micro, en loueur en meublé non professionnel, on va appliquer les mêmes seuils que lorsqu'on fait une location nue, c'est-à-dire 15 000 € maximum de revenus,
avec un abattement de 30%, ce qui veut dire qu'on est imposable sur 70%. C'est beaucoup moins favorable, et donc le législateur essaie de diriger l'ensemble des contribuables vers le régime du bénéfice réel. Autre point, il y a le DPE qui pose aussi problème parce que il y a une restriction pour l'investissement dans le neuf, il y a une autre restriction qui se fait sur le DPE, où même les banques exigent des garanties pour que le logement passe de G à même la lettre D, parce qu'on sait que F et E va aussi disparaître du secteur locatif dans les années qui viennent. L'immobilier, finalement, on le met un peu de côté, alors qu'il manque de logements en France. Comment on peut expliquer cette stratégie ? La stratégie, c'est une stratégie quand même tourne un peu vers l'écologie, parce que en fait, si les logements donc ont des classifications relativement hautes dans les classifications de DPE, c'est qu'en fait, on estime que ce sont des passoires thermiques. Bon, après, vous me demandez mon avis. Je dis qu'en fait, pour avoir fait faire des diagnostics, on voit que c'est quand même fait assez rapidement. Et quand on vous dit que vous passez donc de la catégorie D à E, parce qu'en fait, dans votre studio, vous avez donc un système donc de réservoir d'eau chaude de 45 litres, que c'est trop pour une personne seule. Bon, ok, on se dit que c'est quand même, il y a des règles, mais peut-être qu'on pourrait en rediscuter. Et je tiens votre attention sur le fait que, me semble-t-il, la lettre C et D, ce sont des lettres en dessous desquelles ne peuvent pas aller les immeubles. Parce que A et B, pour moi, c'est uniquement les maisons. Un appartement ne peut pas avoir une note donc inférieure à C. Donc on voit que c'est quand même un goulot d'étranglement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a des rénovations, des coûts de rénovation qui sont sûrement très très importants pour passer de G à D, et que le législateur transfère tout ça aux propriétaires. Justement, il y a MaPrimeRénov' qui est suspendue, remise en place. Elle est remise en place. Mais au-delà de ça, elle est possible pour les propriétaires dans leur logement principal, mais pas pour ceux qui ont un appartement en location. Non, alors ceux qui ont un appartement en location, il faudrait qu'ils se dirigent vers une déclaration de revenus en réel, c'est-à-dire qu'on comptabilise l'ensemble des revenus et on déduit toutes les charges qui permettent d'acquérir ou conserver le revenu. Dans ces charges, il y aurait les charges donc d'entretien, puisque les charges que je dépense dans le but de conserver mon immeuble pour pouvoir le mettre en location, ce sont bien des dépenses qui sont déductibles. Donc en fait, la dépense de rénovation de l'appartement, ce sont des charges déductibles du revenu. Mais c'est quand même un coût pour le propriétaire. Comment on va faire ? On pourrait peut-être penser que le gouvernement aurait pu donner des subventions, mais vu l'état des finances publiques, je crois que c'est quelque chose que l'on peut oublier.